Donc, le glucagon, le GLP-1 que vous aurez ingéré, enfin l'analogue au GLP-1 que vous aurez ingéré, va faire un petit effet à un certain temps, mais très rapidement, la DPP4 va diminuer les concentrations circulantes du GLP-1 et cet effet va être annulé. Donc c'est une régulation très très fine, mais il y a bien sûr des chercheurs de l'industrie pharmaceutique qui se sont dit on va produire une DPP4 qui va bloquer la vraie DPP4 d'origine pour permettre que l'effet du GLP-1 analogue perdure. Donc on bloque une serrure et une autre serrure et une autre serrure, ça fait des chaînes. Alors c'est magnifique, ça fonctionne du tonnerre de Dieu, mais la DPP4, et je vais passer rapidement là-dessus, elle a des rôles un peu partout. Elle avait, tout ce titre-là, vous ne le voyez pas, mais il y en a 3 lignes, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui est connue pour affecter des systèmes complètement différents, et on s'est aperçu l'an dernier que c'était la même enzyme qui affectait tout ça. Alors dans ces noms, il y a donc la dipeptylpeptidase, donc c'est une protéase qui coupe les peptides, mais elle est aussi connue comme un enzyme qui coupe des complexes entre d'autres protéines, mais aussi comme activateur d'un antigène des cellules T. Donc il y a une fonction très importante au niveau immunitaire. Et là, ce petit graphique que j'avais trouvé sur Internet, reprenez les rôles physiologiques et les effets pathophysiologiques quand l'expression de cette DPP4 était modifiée par un médicament, comme un médicament antidiabétique. Et c'est terrible. Alors, vous ne le voyez pas, il est actif au point de vue psycho-neuro-endocrinologique. Donc, si on administre ce médicament, on a une diminution, bien sûr, de l'activité de l'enzyme naturelle, mais on crée des désordres endocriniens au niveau cérébral. Quand on regarde au point de vue du métabolisme, par exemple, on arrive à créer des cancers hématologiques. Quand on regarde au point de vue de la réponse immunitaire, on crée des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, comme ça pourrait être une sclérose en plaques, et des maladies infectieuses. Donc à chaque fois qu'on touche un des aspects de cette enzyme qui est ubiquitaire et qui fonctionne partout, on obtient des effets secondaires qui peuvent toucher n'importe quel organe. Comme on est très variable dans son expression, il suffit que l'un soit un peu plus porté, la DPP4 sur l'immunité et l'autre sur le cerveau. Il y en a un qui va être déprimé, tandis que l'autre va faire un cancer ailleurs. Donc mais ce sont des médicaments qui sont sur le marché. Donc tout ça, c'était les mécanismes utilisés, les mécanismes physiologiques qui sont utilisés pour développer des médicaments. Maintenant, on a quand même récemment aussi découvert le rôle des fibres alimentaires, puisque quand même tout ça, toute la nourriture qui provoque ces dégâts passe par le côlon. Quand on mange, ça passe toujours par le côlon. Et on s'est rendu compte que les fibres alimentaires avaient des rôles très très importants. Et ce papier là, de 2018 reprend la différente nature des fibres. Il y a des fibres insolubles, comme la cellulose, quand on mange un poireau, il n'y a que les escargots qui sont capables de digérer la cellulose, nous on ne le fait pas. Donc tout ça, ça s'accumule dans le côlon, ça va peut-être servir à notre microbiote, voilà. Il y a des fibres solubles et visqueuses comme toutes les pectines. Quand on fait de la confiture, on met de la pectine de pomme, ce sont des fibres qui sont solubles et qui font des masses. Et puis il y a des fibres solubles mais qui ne sont pas visqueuses, c'est comme de l'eau, on ne se rend pas compte. Et là-dedans, on a tous les fructanes, comme l'inuline et un certain nombre d'autres, des amidons résistants, des polydextroses. Et ceux-là sont dits prébiotiques parce qu'ils servent de nourriture directement à notre microbiome, aux bactéries du côlon. Au contraire des probiotiques, donc prébiotiques, et les probiotiques étant des bestioles qu'on ingère comme les yaourts. Mais ça, c'est une vue d'esprit un peu. On s'imagine qu'on mange des yaourts ou de la beurre de bière ou je sais pas quoi, on va coloniser son intestin. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des arguments de Danone, mais c'est tout. Tandis que les prébiotiques ont un effet très important sur le microbiote. Donc ça, voilà un petit résumé de l'effet de ces fibres. Les fibres visqueuses, donc celles comme la pectine, va augmenter la vidange gastrique, le temps du vidage gastrique. Donc tout ce qui reste dans l'estomac, c'est pas dans l'intestin pour pouvoir faire du sucre. Ça fait ça de moins en sucre qui nous envahit. Ça diminue l'absorption des nutriments au niveau des nutriments, comment on dit ça en français, des choses quoi, voilà.
Voilà, ça augmente aussi la sécrétion du glucagon-lacte-peptide endogène. Les prébiotiques, eux, ils vont agir surtout au niveau de l'intestin. Et puis, oui, c'est ça, l'intestin. Et les fibres insolubles vont ralentir le transit. Non, elles augmentent le transit intestinal, mais au niveau du côlon. Donc là, on va évacuer plus rapidement le bol alimentaire. Donc ça, ce sont aussi des pistes au point de vue thérapeutique pour régler les apports entre ce qu'on mange et ce qui va passer dans le sang. Alors, je ne sais pas si vous voyez justement où j'en vais, là, où je vais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le diabète et les hyperglycémies, c'est quand même une maladie de trop manger. C'est une manie de trop manger, mais c'est une maladie de trop manger. Donc c'est vraiment, il n'y a pas tellement d'autres facteurs réels. Là, j'ai une petite slide sur le diabète en chiffres, la pandémie. On a dans les cercles le nombre de patients des chiffres de 2017. Donc dans le monde, on est à 425 millions de patients connus. Ça fait quand même beaucoup. Et on s'attend pour 2045 à peu près 600 millions. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, on s'attend à une augmentation à peu près de 15%, donc dans les pays riches. Le Western Pacific, qui comprend la Chine, l'Australie, l'Indonésie, tous ces trucs-là, à peu près 15% aussi. Mais dans les endroits les plus pauvres de la planète, comme l'Afrique, on s'attend à presque 200% d'augmentation. Puisque les haricots verts que les Africains produisent, c'est nous qui les mangeons. Eux, ils continuent à manger du maïs et à manger du gras en plus, maintenant qu'ils sont assez riches pour acheter du gras. Et ils ont une alimentation qui est complètement pervertie à notre profit. Et c'est un souci quand même important. L'Amérique du Nord, qui comprend là jusqu'au Mexique, Canada et toutes les îles du Nord, là on a une augmentation prévue de 35%. Donc c'est encore beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont diabétiques et qui sont obèses, et qui seront diabétiques dans 10-15 ans, dans 20 ans, quoi, en 2045. Et pour l'Amérique du Sud, l'augmentation elle est aussi très importante, on s'attend à 60% d'augmentation. Donc tout ça, ce sont des gens qui vont soit mourir prématurément, soit avoir des handicaps lourds, donc ça fait des coûts terribles pour la société. Ça. On compte en Europe une prévalence de 10%, hommes et femmes à peu près, 60 millions sur l'Europe, notre Europe riche là. Le nombre de décès par an dans le monde, on compte à peu près 5 millions. C'est beaucoup plus que sida, tuberculose et malaria réunis. On fait des grandes campagnes pour la malaria et l'OMS n'a encore jamais eu de spin-off pour le diabète. Il y a des grands travaux, mais il n'y a pas encore de société vraiment qui s'installe. Donc c'est un mort toutes les 10 secondes à peu près. On compte une grande partie de cette prévalence, enfin 80%, se font dans les revenus, dans les pays à revenus faibles. Donc les gens les plus pauvres ou les pauvres des pays riches. C'est eux qui sont le plus souvent diabétiques aussi. Donc les causes de décès, on les connaît, beaucoup par maladie cardiovasculaire, par insuffisance rénale. Il y a un petit peu des différences ethniques, mais bon, c'est voilà. Les complications, c'est d'abord des neuropathies qui se terminent par des amputations. On ne sent plus ses pieds, la moindre blessure, ça s'infecte. On coupe un pied une année, l'autre pied l'année suivante. Une année plus tard, on remonte jusqu'au genou. Moi, j'ai connu un jeune homme, là, Lamadou, l'année dernière, il lui manquait un pied. Cette année, il manquait jusqu'au genou de la lampe du pied droit. Et il lui manquait l'autre pied. Il n'a même pas eu le temps d'essayer sa prothèse. Un homme de 40 ans, un enseignant, basé en France, un enseignant de lycée, tout à fait marocain d'origine. Bon, ça fait un peu des effets. Bon, beaucoup de rétinopathie, c'est la première cause de cécité en France. Il y avait toute une rétinopathie, donc d'origine diabétique. Un grand effet sur la vie sexuelle aussi. 75% des hommes diabétiques sont impuissants. C'est pour ça qu'on avait développé le Viagra, c'était pour eux. Et c'était la seule indication remboursée du Viagra pour les diabétiques. Mais ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait beaucoup. Chez les femmes aussi, bon, aussi des parodontites, et puis bien sûr des complications aiguës, qui sont les comas hypodiabétiques ou hyper, voilà. Mais les comas, c'est un peu moins fréquent, sauf dans les pays pauvres. Mon ancien mari Joseph est mort l'an dernier, comme ça, parce qu'il avait beau être professeur de faculté, il a eu besoin d'insuline, et quand il est arrivé à l'hôpital, il n'y a pas d'insuline. Et il est mort, il n'a pas eu le temps de prendre sa retraite l'an dernier, parce que l'insuline, on se la garde, nous les riches. On ne la donne pas dans les pays d'Afrique, c'est pas distribué. Beaucoup d'hôpitaux n'ont pas du tout d'insuline.
alors qu'ils ont du diabète galopant. On ne produit pas assez pour tout le monde, quoi. Donc bien sûr, dans les causes et les facteurs de risque, en premier, c'est l'inactivité physique combinée avec une ration calorique trop importante. C'est le déséquilibre entre le manque de mouvement et la ration. Il y a aussi la proportion de sucre et de graisse saturée dans la ration, l'insuffisance de fibres alimentaires, donc on trouve plus dans les fruits et légumes. Le surpoids et l'obésité, on dit qu'on augmente à partir de 25 kg par mètre carré, l'indice de masse corporelle. 25, c'est pas beaucoup. Moi, je suis à 30 et je suis grosse. 25, c'est peu. Il y a beaucoup de gens qui sont à 25. Je ne sais pas combien vous êtes, si vous savez, vous. C'est le poids sur la taille au carré. Donc, c'est assez facile à calculer. Mais ça, c'est quand même un facteur de risque très important. Si on est longtemps à 25 et plus, on a toutes les chances de finir diabétique. Donc ça, c'est des choses à vérifier. Dans les autres facteurs, il y a quelques variations génétiques, mais qui ne sont pas spécifiques. Il y a à peu près 150 variations génétiques, donc des modifications de l'ADN, qui, combinées avec l'obésité ou l'inactivité, vont résulter en diabète. Mais 150, ça ne permet pas de faire un traitement là-dessus. On ne peut pas trouver quel gène, quel opérateur, quel régulateur va nous aider. Donc c'est surtout, quand on parle de génétique, la plupart du temps, ce sont des histoires familiales qui sont des facteurs de risque. Mais ce qu'on partage, c'est la culture de manger dans la famille avant de partager le génome, en l'occurrence. C'est surtout ça. On mange comme on a appris à manger, comme sa grand-mère faisait les crêpes, comme papy faisait, je ne sais pas, le civet. Moi, je sais que chez moi, c'était le civet de lièvre. On a toujours la même recette de civet de lièvre avec beaucoup de choses dedans. Bon, ben, ça fait partie des choses qu'on partage. On sait maintenant quand même aussi, et ça a l'air assez un terrain prometteur, c'est que sans qu'on s'en rende compte vraiment, puisqu'on est tous obligés de manger, la surconsommation alimentaire est sans doute assez souvent un trouble psychiatrique qui relève de l'addiction. Il y a beaucoup de travaux en ce moment, que ce soit l'hyperphagie ou juste vraiment l'addiction à la nourriture, qui montrent que le circuit de la récompense, qui utilise certains neurotransmetteurs comme la dopamine, toutes les endorphines, la sérotonine, le glutamate, sont modifiés chez les gens qui ont des habitudes d'hyperphagie. Et si on est diabétique, c'est parce qu'on est gros, si on est gros, c'est parce qu'on mange trop. Il y a sans doute une piste pour traiter les gens et d'essayer de leur apprendre à renoncer à leur addiction. Donc ça, c'est aussi un terrain de travail. Alors on peut parler un petit peu des traitements du diabète maintenant. Donc je l'ai dit tout à l'heure, diabète de type 1 ou gestationnel, c'est l'insuline de remplacement. Pour le diabète de type 2, les médicaments qui sont approuvés le sont tous sur une hygiène de vie modifiée. C'est-à-dire qu'avant de vous traiter, on vous demande de faire au moins 1 mois d'une hygiène de vie à peu près normale. Enfin, normale, non, ça n'existe pas de normal. Une hygiène de vie modifiée qui vous permettrait de ne pas être diabétique. Et à ça, on rajoute des médicaments. Parce que tous les médicaments qui ont été développés le sont après un régime de normalisation de la ration. Donc on ne sait pas ce qui se passe, en fait, si on donne le médicament à quelqu'un qui continue de trop manger. Mais il y a beaucoup de diabétiques, et Théo, il en est de cela, dont un ami commun, il dit, mais moi je peux manger mes 3 pommes parce que de toute façon, j'ai ma metformine dans la poche. Il n'y a pas de problème. Et c'est le problème, parce que les médicaments, ils ne sont pas faits pour ça, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc il y a les médicaments en cas d'échec de l'hygiène de vie, les médicaments qui vont diminuer la résistance à l'insuline, ceux qui vont augmenter la sécrétion, ceux qui vont diminuer l'absorption des aliments, ceux qui augmentent les effets du glycagone et ceux qui augmentent l'insuline circulante sans toucher à la sécrétion. Donc ça, c'est l'insuline de remplacement. Alors, je ne vais pas vous faire tous les médicaments parce que ça va durer longtemps, mais un qui est utilisé par tout le monde, par tous les diabétiques, je veux dire, d'Europe, d'Amérique, de tous les pays riches, c'est la metformine, ce qu'on appelle souvent en marque glucophage. Voilà, ça ne modifie pas la sécrétion de l'insuline, ça diminue la glycémie à jeun et après un repas. Donc, les gens en prennent souvent un petit peu toute la journée, ou s'ils en prennent qu'un par jour régulièrement, le jour où ils font un très bon repas, on rajoute une dose de metformine pour pouvoir digérer son gros repas.
Alors j'ai un petit rappel de ce qui s'appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire pour expliquer un peu ce que deviennent ces comprimés une fois que vous les avez ingérés. Pour une petite dose normale de metformine, le corps n'en absorbe que la moitié, à peu près 50%. Plus vous mangez, moins vous absorbez de metformine. La biodisponibilité diminue. Donc il ne faut pas dire si je mange beaucoup, j'en prends beaucoup de metformine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous en encore moins, vous allez faire un pic glycémique. Quoi d'autre? La biodisponibilité diminue également quand on augmente la dose. 3 comprimés de metformine d'un coup, on ne va pas en absorber la moitié, on va absorber seulement peut-être le quart de la dose totale. Alors qu'un seul comprimé, on en absorbe la moitié. Il y a une saturation des processus d'absorption. Donc c'est pareil, on est encore coincé. Donc on ne peut pas se dire, je vais me contenter de la metformine pour compenser mes gros repas. Il faut arriver soit à trouver d'autres médicaments, soit à manger moins. Le problème principal de la metformine, c'est qu'il est excrété, inchangé dans les urines. 90% de la dose, ça passe à travers les reins. Si vous en avez régulièrement pendant longtemps et que vous avez une baisse de la fonction rénale, ça va cristalliser dans les tubules rénaux. Et là, on bloque les reins complètement et ça vous tue. Et ça, il y a beaucoup de gens qui meurent de ça. La mère de Marie-Dominique est morte comme ça. En une semaine de metformine. Diagnostiquée à 85 ans, cette dame, avec un petit hyperglycémie. Son vieux médecin de famille lui a dit un peu de metformine, ça vous fera du bien. Boum, en 4 jours, elle a fait une insuffisance rénale aiguë. Elle a dit à sa fille, tu ne portes pas plainte, hein, il est gentil notre docteur. Hein. Sa fille étant aussi pharmacienne. C'est voilà. Donc ça, c'était une petite représentation de la fonction rénale en fonction de l'âge de la personne. Vous voyez que quand on est jeune, là ça commence à 18 ans, je crois. On a une fonction rénale normale qui est à peu près de 120 ml par minute de sang qui est complètement nettoyé de la créatinine. Et quand on a ici 75 ans, elle est rendue à presque 30. C'est presque le niveau où on va avoir besoin de dialyse pour un sujet normal. Et ça, c'est un homme. Ça, enfin, un homme, plein d'hommes. Et là, c'est un groupe de femmes. Donc la courbe est plus basse. Et on voit que vers 65 ans, là, il y a une dame de 65 ans à peu près, elle est à 30. Elle n'est pas tellement loin de la dialyse. C'est-à-dire qu'à peu près autour de 50 ans, on a diminué, on a divisé par 2 sa clairance créatinine. À 50 ans, tous, même si on est jeune et beau, on n'a plus qu'un rein sur 2 qui fonctionne par rapport à un jeune. Donc la metformine, c'est moitié dose. Vous ne pouvez pas accumuler des cristaux de metformine dans vos reins, surtout que vous n'en avez plus qu'un. Donc il faut diminuer tout ça. Il y a beaucoup de médicaments du diabète, contre le diabète, qui sont éliminés par le rein. Donc ils ont tous contre-indiqués aux insuffisants rénaux. Donc tous contre-indiqués au sujet âgé. Bon, là, il y avait toute une collection de médicaments, les agonistes des PEPA, dont je vous avais parlé tout à l'heure, les alpha, les gamma, qui règlent la maladie lipidique et des sucres. Mais les effets indésirables sont horribles. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. On ne peut pas prendre n'importe quel médicament avec. Tous les médicaments du système nerveux sont métabolisés par les mêmes systèmes enzymatiques, ce cytochrome, le DC8. Il y a aussi beaucoup d'effets sur la fabrication de l'hémoglobine, sur l'hématocrite, le nombre de globules rouges, la taille des globules rouges. Ça crée des myalgies, ça peut détruire les muscles, hein, puisque ça agit au niveau du muscle aussi. Donc tous vos muscles partent en acide aminé et vous vous retrouvez à ne plus pouvoir marcher du tout. Risque très important de fractures. Il y a beaucoup de fractures dans les premières années de traitement avec ces médicaments-là. Et des risques de grossesse aussi. Donc ça, il suffit de ne pas coucher, mais enfin, bon, c'est pas toujours possible. D'autres classes de médicaments antidiabétiques sont les anciens sulfamides. C'est assez... Ils ont plusieurs dizaines d'années, ces médicaments. Leur problème, c'est qu'il y a aussi un problème de métabolisation par le foie, donc beaucoup d'interactions médicamenteuses. Et puis, ils ont quelque chose qui est délicat, c'est qu'ils peuvent avoir une demi-vie longue, c'est-à-dire qu'ils restent longtemps dans le corps. Et si vous ne mangez pas en fonction de ce que vous avez pris comme médicament, vous pouvez faire une hypoglycémie très sévère. Et là, c'est l'hôpital, l'AREA, et c'est encore... voilà. Donc là, c'est dans l'autre sens. Les médicaments à vie courte, vous pouvez ne pas en avoir assez. Les médicaments à vie longue, si vous avez prévu un gueuleton et que vous ne le faites pas parce que vous êtes trompé de jour, vous risquez de vous retrouver en soins intensifs.